Bonjour à toutes et à tous, et à toutes mes terminales. D'abord, je tenais à vous féliciter la plupart d'entre vous qui ont déjà le baccalauréat ce lundi 6 avril. Je veux dire félicitations, hein, si vous avez, je pense, la moyenne en calculant les notes du premier et du deuxième trimestre, vous avez le baccalauréat. Donc, félicitations à vous. À partir de maintenant, donc on va apprendre pour apprendre, apprendre en s'amusant bien sûr, mais apprendre aussi en essayant de voir, on sait déjà à peu près ses vœux ou ses idées pour les études supérieures, on va apprendre des choses qui vont nous servir en histoire-géographie, c'est un peu dans la matière, pour la suite. Alors, l'histoire de la médecine pour ceux qui veulent faire médecine, ceux qui veulent faire Sciences Po, ce que l'on fait aujourd'hui, la correction d'aujourd'hui de la frise chronologique et du QCM sur gouverner la France, qui va permettre de résumer le cours sur gouverner la France de 1946 à 2017, puisque les livres, les manuels ont été faits sous la présidence de François Hollande, donc la présidence d'Emmanuel Macron depuis 2017 n'est pas au programme, mais ça peut vous servir comme, si vous faites une composition sur ce sujet-là, ça peut vous servir en conclusion, en dernière phrase d'ouverture de la conclusion. Comment Emmanuel Macron est en train de gouverner la France et comment il prend ou non de l'héritage de cette période-là, de 1946 à 2017. Donc, félicitations. Et on va commencer tout de suite avec vos frises chronologiques. Je vais vous donner quelques exemples de frises chronologiques que j'ai reçues et voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. J'en ai reçu très différentes, très originales. Si elles vous plaît pour vous mémoriser, pour que vous soyez à l'aise avec ça, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut les faire vous-même. J'en ai eu aussi certains, je ne dirais pas les noms, qui m'ont envoyé des frises toutes faites de tirer l'Internet. Ils ont fait du copier-coller l'Internet. Et ce n'est pas ça que je voulais. Je veux vraiment que ça soit dessiné, même si c'est pas super bien dessiné, on n'est pas tous forts en dessin, mais au moins dessiné pour mémoriser. Ça va être très important pour vous par la suite. Ceux qui vont faire des études en France, c'est important quand même dans la conversation, en parler avec des Français, quels sont les présidents de la République, ou ah ben tiens, je me rappelle, sous Valéry Giscard d'Estaing, il y avait ça, ça, ça. Vous ne soyez pas dans la conversation un peu perdu. Bon. Ceux qui veulent faire Sciences Po, il y en a quelques-uns dans votre classe, qui veulent faire Sciences Po, les études de droit. Il faut savoir quelles lois sont passées sous quel président et dans quelles circonstances, quelle est son étiquette politique et tout. Donc, c'est assez important pour vos études supérieures. Moi, je pose déjà aux études supérieures, puisque la plupart d'entre vous ont le baccalauréat. Donc, alors, on va voir quelles sont les frises chronologiques que je valide et celles que je ne valide pas, que vous avez faites ensemble. L'essentiel, de toute façon, c'est qu'elles vous permettent de mémoriser et qu'elles soient claires pour vous dans votre tête, que ce qu'il y a sur la feuille, c'est dans votre tête et que ça soit clair pour vous, tout simplement. Voilà, alors une première frise chronologique, j'en ai reçu quelques-unes comme ça. Alors c'est peut-être que je n'ai pas été assez clair dans les consignes. Ce n'était pas seulement une frise sur les présidents, le nom des présidents et les dates de début de mandat et de fin de mandat, s'ils en ont fait plusieurs. Donc, cette frise-là est très, très belle. Elle a des couleurs. Alors, des couleurs toujours comme dans une carte. Ça veut dire quelque chose. Alors là, je pense que votre camarade a mis les couleurs qui lui plaisaient, qui faisaient beau. Ça fait très beau. Mais derrière, il y a une volonté quand même de signification. Ça veut dire quelque chose. Alors, quand on parle de politique, évidemment, peut-être on peut dire de quel parti politique ils sont. Et par rapport à ces couleurs-là, on peut mettre des couleurs. Et après, à côté, ça ne nous empêche pas de mettre à côté une petite légende pour expliquer la frise chronologique. Bien sûr, il y a des frises chronologiques avec des légendes où on met cette couleur-là, c'est un président qui fait partie du Parti socialiste, par exemple François Mitterrand ou François Hollande. C'est les deux seuls présidents qui sont issus du Parti socialiste, par exemple. D'autres, voilà, comme Nicolas Sarkozy, parti de l'UMP, l'Union pour une majorité présidentielle. C'est un parti politique qui est plutôt, alors un autre mot qu'on n'a pas utilisé ensemble, mais que vous devez savoir depuis la troisième, qui est plutôt à droite. Alors la droite et la gauche, pour ceux qui veulent faire Sciences Po, c'est très important de développer ces notions de droite et de gauche, même si justement le dernier président Emmanuel Macron se dit en même temps de gauche et en même temps de droite. C'est un peu difficile. Le dernier président veut casser ces différences entre la gauche et la droite. Mais de 1946 à 2017, c'est vraiment un affrontement
gauche-droite en France, avec certaines nuances. Hein. Il y a le centre, des présidents qui vont être au centre un peu, essayer de mélanger les choses, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui est de la droite, mais qui n'est pas du parti de Charles de Gaulle, l'UPR, le Rassemblement pour la République. Eh bien, il a fondé un parti politique qui s'appelle l'UDF, l'Union de France, qui veut unir la France en dehors des séparations politiques gauche-droite. C'est une séparation quand même si Emmanuel Macron essaye de la faire disparaître. En tout cas, dans les débats politiques, c'est une différenciation entre la gauche et la droite qui est assez forte en France. Il y a des débats importants et des idées très différentes de gauche et de droite. Je ne reviens pas là-dessus. Vous développerez si vous voulez, je vais en faire Sciences Po, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que la droite française? Qu'est-ce que c'est que la gauche française? Plein de livres ou de références que vous pouvez trouver sur Internet ou dans votre CDI. J'espère qu'il va rouvrir, hein, vraiment. CDI au lycée. Donc, voilà. Donc, c'est pas ce que je demandais. C'est pas que ce que je demandais. Je demandais évidemment le nom des présidents, leur date de mandat, évidemment, mais aussi leurs actions. C'est très important parce que gouverner la France, c'est en action. C'est pas seulement être président et puis je reste président et je ne fais rien. Évidemment, ces présidents-là ont fait des lois, ont permis l'apparition, la création de structures qui permettent de gouverner la France. Donc voilà, cette phrase-là, je dis, elle est incomplète. Et puis, je l'ai dit directement à notre camarade, mais ne jamais écrire verticalement, comme dans les cartes. Hein. On ne fait pas de la nomenclature, on ne met pas par exemple New York comme ça. On n'écrit pas New York comme ça, on n'écrit pas Paris comme ça, on n'écrit pas Brazzaville comme ça. On l'écrit toujours horizontalement. C'est très important pour la lecture. C'est pour votre lecture, pour que vous ne perdiez pas de temps à mémoriser, à regarder comme ça, pencher, la frise. D'accord ? Alors, il fallait mettre, bien sûr, les mandats présidentiels avec leur nom, écrit évidemment sans faute d'orthographe, les noms des présidents, s'il vous plaît. Surtout ceux qui veulent faire des études en France, hein, c'est important. Donc, et ceux qui sont qui sont français aussi et qui ont la double nationalité. Donc, pas de faute d'orthographe. Et bien sûr, leurs actions. Alors, je vais vous montrer d'autres productions de vos petits camarades. Voilà, alors autre frise chronologique, alors vous voyez que votre camarade a bien mis donc les présidents. Alors, avec alors du bleu et du rose. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas mis si, elle a pas mis de frise, de légende sur la frise, mais je crois comprendre, puisque je vois François Mitterrand, je vois François Hollande, alors je vois Emmanuel Macron, là justement c'est un peu plus critiquable, mais disons le rose, là, peut-être que ce sont des présidents de gauche. C'est vrai pour Vincent Auriol, c'est vrai pour François Mitterrand, c'est vrai pour François Hollande. Donc je dis Emmanuel Macron veut casser les codes, qui n'est pas de gauche, même si c'est vrai qu'il a été ministre de François Hollande, il est issu du Parti socialiste, mais sa politique est beaucoup plus nuancé. Regardez, il a un Premier ministre qui vient justement de l'UMP, du parti de droite de Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, et il fait une politique qui rappelle plutôt le néolibéralisme. Il veut casser l'État centralisateur, les services publics, donc plutôt dans quelque chose de libéral. Pas vraiment de gauche, comme on dit. Et en bleu, les présidents de droite. Oui, c'est possible aussi, c'est vrai. Quoique je vous l'ai dit aussi, enfin, Valéry Giscard d'Estaing, alors Valéry avec un Y, hein, parce que Valérie IE, c'est une fille. Et là, c'est un garçon, vous le savez. Valéry Y. Bon, et qui sont plutôt des présidents de droite, c'est vrai. Même si Valéry Giscard d'Estaing veut une ouverture à gauche, mais il est issu de la droite. Alors, et après, évidemment, ce qu'ils ont fait, d'accord, ce qu'ils ont fait pendant leur gouvernement. Alors, bon, c'est un peu, il y a beaucoup de couleurs, c'est pas grave si ça vous sert, vous, voilà, peut-être votre camarade, elle est très avec des lignes, avec là, elle voit là, et bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses avec des couleurs aussi. Je ne sais pas ce que signifient ces couleurs-là. Peut-être, allez, ben non, parce que non. Le vert, ça pourrait être de la politique, non, de l'économie. Parce qu'on voit privatisation, hein, donc on privatise les entreprises
public. Je ne reviens pas sur ces termes-là, vous devez les savoir, ou sinon, reportez-vous votre lexique du manuel. Et puis, l'euro remplace le franc. Ça pourrait être des idées économiques, mais je vois dans la même couleur la guerre d'Algérie, qui est plutôt quelque chose de politique, de diplomatique. Donc, et la guerre d'Indochine, là aussi, ce sont des guerres de décolonisation, rien à voir avec l'économie. Donc, on a mis des couleurs un peu, parce que ça faisait beau. Alors, ça c'est bien en éducation artistique, ça fait beau. Mais c'est vrai qu'en géographie ou en histoire, utiliser des couleurs, comme là, vous voyez, de couleurs qui signifient gauche et droite. Emmanuel Macron, je ne sais pas, d'accord. Et puis là aussi, il a mis, c'est pour ça que je comprends, parce qu'elle a mis gauche et droite, période de cohabitation, c'est-à-dire souvent un président, alors là, le président est de gauche, vous savez bien, mais le Premier ministre est de droite, plusieurs fois, en 86, 88 et en 93, en 95. 86-88, c'était le Jacques Chirac, qui était le Premier ministre, donc évidemment de droite, qui sera le futur président après. Et puis de 93 à 95, c'est Édouard Balladur, qui est le Premier ministre de François Mitterrand, qui se présentera aux élections présidentielles de 95, mais qui ne sera pas élu. Ce sera Jacques Chirac. Il y aura deux candidats de droite à la présidence de 1995. Ce sera Jacques Chirac qui sera élu. Et puis de 97 à 2002, donc 5 ans de cohabitation, là, Jacques Chirac, c'est le président de droite, et 2002, c'est Lionel Jospin, le Premier ministre de gauche, issu du Parti socialiste, qui est Premier ministre de la France. Donc, voilà, en tout cas, elle est assez complète, puisqu'il y a certaines actions de gouvernement, elle a mis partout. D'accord, même sur la 4e République. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont squeezé, qui n'ont pas parlé de la 4e République. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, les guerres de décolonisation en politique, mais aussi beaucoup de choses économiques ou ou même culturelles. La création du ministère de la Culture, c'est en 59. Hein. Mais avant, il y a aussi des choses culturelles sous la 4e République. Hein. On peut mettre au moins une ou deux. Il y a aussi des choses économiques. Elle ne l'a pas mis, mais la création, avant 1910 et en 1950, du SMIG, salaire minimum d'insertion générale. D'accord, le SMIG. Je reviens sur ce que je viens de dire. Le SMIC, je reviens sur ce que je viens de dire parce que j'ai dit une bêtise. Voilà, je reprends. Hein. Le SMIC, pardon, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Pardon. Donc, on aurait pu mettre aussi ça. Hein. C'est sur la 4e République qui va devenir le SMIC. Encore aujourd'hui, il existe encore aujourd'hui. C'est en 1970, hein, sous la présidence de Georges Pompidou, hein, c'est-à-dire devenir dans le salaire minimum interprofessionnel commun. C'est bon ? Décidément, je le fais exprès pour voir si vous suivez. J'ai un problème avec les acronymes aujourd'hui, hein, je suis désolé. Le SMIC, évidemment, c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Voilà, alors une autre frisée chronologique, alors aussi épurée, hein, elle est plus épurée que celle précédente, et bien avec, donc évidemment, bien la différence, hein, là il a fait avec un jeu de couleurs entre la 4e République et la 5e République, il a mis aussi les périodes de cohabitation, comme votre camarade, puis les dates, alors c'était coupé, voilà, les dates de création de différents éléments de gouvernance de ces président depuis 1946. Alors, seul ombre au tableau, et je vous le répète, hein, n'écrivez pas verticalement, ça va vous faire du mal à vos vertèbres. Là, vous voyez, une vertèbre terrible. Là, bon, il ne faut pas se pencher. Il faut que ce soit sur une seule feuille, vous ayez les grandes idées déjà. Je vais vous montrer une dernière qui est très originale. Alors, je ne sais pas quoi en penser. Si votre camarade elle est très originale, je pense qu'elle l'a fait elle-même. Hein. Alors, elle ne respecte pas vraiment le sens chronologique. Enfin, il y a des flèches qui reviennent, bon, pourquoi pas, ça se comprend. En tout cas, ça se comprend. Comme je vous le dis, hein, soyez vraiment original, soyez vraiment original. Voilà, encore une dernière pour vous montrer un peu ce que j'attends. Donc là, il y a les présidents aussi, hein, les couleurs différentes selon leur appartenance politique, donc soit de gauche, soit de droite, on va dire. La différence entre 4e et 5e République. Vous voyez, c'est fait. On voit que c'est manuellement, c'est pas parfait comme personne n'est parfait, mais au moins tout est présent. Et j'espère que ça peut lui servir
à mémoriser. Quand vous aurez à mémoriser plein de choses, que ce soit en médecine, que ce soit en Sciences Po, dans les ingénieurs, dans l'informatique, vous aurez à mémoriser vos cours, eh bien, faites-les comme ça, sous forme chronologique. Peut-être que vous aurez l'histoire de la robotique, l'histoire de la gouvernance mondiale, ou ça, on va le faire après. Eh bien, chaque fois, vous aurez le réflexe de faire une frise chronologique en mettant, en réécrivant, ça vous permet de mémoriser tous les événements et les dates comme cela. On demande beaucoup aux professeurs d'histoire-géographie, comment vous savez ces dates-là, vous les ressortez souvent. Bon, donc malgré mon vieil âge, comment j'arrive à avoir ça? Et parce que dès le départ, dès votre âge, dès mes études en terminale, au lycée, au collège, au lycée, et puis après à l'université ou dans des écoles, eh bien, j'ai mémorisé, j'ai écrit ces mots-là, et puis depuis, ça reste. Vraiment, ça reste depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Oui. C'est bon pour votre mémoire. On a besoin, en travaillant dans cette période un peu troublée, de ne pas oublier que nous avons une mémoire. Si l'homme n'a plus de mémoire, eh bien, nous ne pourrons pas comprendre du passé et pas répéter les mêmes erreurs du passé pour une société encore meilleure que ce que nous avions avant. Voilà. Bon, allez, j'arrête ma morale et on va commencer directement le QCM. Allez, donc évidemment, les questions ne sont pas forcément dans le même ordre que vous les avez eues, puisque je mélange les questions, que chaque élève n'ait pas la question 1 avec la question 1 et puis puisse répondre directement et puis aider vos camarades. Donc, on commence. Quel est le premier président à être élu pour un mandat de 5 ans au lieu de 7 ans? C'est le même qui a justement fait cette nouvelle loi. On passe d'un septennat à un quinquennat. Eh bien, c'est le nom Jacques Chirac. Chirac, en majuscule ou en minuscule, c'est pareil, je pense que c'était validé pour vous. De quel événement est-il cette photographie? Alors, l'histoire du baccalauréat, oui, c'est plutôt quelque chose de joyeux, puisque vous avez déjà tout le baccalauréat, comme cette année-là, il n'y a pas eu de passage, c'était sur un contrôle continu, comme vous en 2020, eh bien, cette année-là, c'est l'année, ceux qui ont eu le baccalauréat cette année s'en souviennent, encore évidemment, je n'étais pas né, C'était le baccalauréat 1968, c'est les événements de mai 68. Oui, on peut le reconnaître parce qu'on voit que les policiers étaient habillés, alors c'est des CRS, la compagnie républicaine de sécurité, c'est une des unités de la police, étaient habillés comme cela, et on voit dans certaines affiches de mai 68 contre les CRS, que l'on appelle CRS égale SS, si vous avez vu des affiches de personnes de mai 68, des revendications des étudiants de mai 68, eh bien, vous voyez que le CRS est très critiqué et donc il a ce même casque et ce même bâton. Et on tape avec des bâtons sur les policiers. Ce sont les événements sur les policiers, sur les manifestants, des jeunes étudiants. Donc, c'est les événements de mai 68. Je valide. Alors, question numéro 3. Qui est le rédacteur de la Ve République? Il y avait un petit piège, le rédacteur, pas le premier président de la Ve République. Alors, François Mitterrand, non, parce que si vous avez vu le dossier sur le début de la Ve République, François Mitterrand est un opposant à cette Ve République. Alors qu'on voit justement après, il va être le président qui va durer le plus longtemps, 14 ans au pouvoir, 2 septennats, et il va tout à fait s'intégrer aux lois de la Ve République. Il ne va pas du tout changer la République quand il arrive au pouvoir. Georges Pompidou, non plus. Michel Debré, ben oui, bien sûr. Antoine de Saint-Exupéry, bon, c'est un aviateur et un écrivain, moins un homme politique. André Malraux aussi, oui, ben, il sera connu, puisque ce sera le ministre de la Culture de Charles de Gaulle, qui va faire beaucoup de choses justement pour gouverner la France au niveau culturel. La création du ministère de la Culture, ben, c'est lui, c'est le premier ministre de la Culture de France. Et c'est Michel Debré, le grand compagnon de la résistance de Charles de Gaulle, qui va rédiger cette constitution. Bien sûr, Charles de Gaulle est derrière pour la valider et même pour aider à la construction, à la rédaction de cette constitution. Cochez les propositions vraies dans cette liste. Alors, la tendance actuelle de l'État est à la privatisation depuis 1996. Oui. D'accord, il y a eu une vague. L'État se désengage en fait des grandes entreprises, de grandes entreprises françaises, Air France, d'autres. Il y aura une autre question justement sur
sur ce thème-là. L'État décide d'intervenir pour diminuer les inégalités économiques en garantissant des niveaux de salaire minimum. Oui, que ce soit dans la 4e République avec le SMIC ou dans la 5e République avec le SMIC. Donc, je valide. La tendance actuelle était la nationalisation. Eh bien non, c'est exactement le contraire de la première phrase. On ne peut pas être à la fois dans la privatisation et dans la nationalisation. C'est-à-dire que l'État ne peut pas laisser au marché public les grandes entreprises françaises, et puis d'un autre côté, eh ben non, on veut les racheter, donc elle ne peut pas évidemment faire tout et son contraire. Donc évidemment, non. La tendance actuelle, depuis 1996 et même avec Emmanuel Macron, je vous le dis encore une fois, il fait une politique plutôt de droite au niveau économique, qui est favorable au libre-échange économique. Donc évidemment, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie et donc laisser les grandes entreprises françaises aux mains de propriétaires privés. Et puis, pendant la 5e République, les régions ont acquis plus de pouvoir. Ben oui, c'est les lois de décentralisation de 1982, notamment, mais il y en a eu d'autres après, jusqu'en 2004. Les fonctionnaires issus de l'ENA, donc l'École nationale d'administration, créée au début de la 4e République, pantouflent souvent oui. Alors, il faut voir ce que ça veut dire pantoufler. Vous regardez dans votre lexique du manuel, si vous ne savez pas. Donc, je valide. Et j'ai pas validé. Ah ben voilà, j'ai oublié pantoufler, mais c'est bon. Quel parti politique n'a jamais fait partie d'un gouvernement, même en coalition, en France, pendant la 5e République? Alors, le seul, évidemment, c'est le Front National, puisque le Parti communiste, beaucoup m'ont répondu Parti communiste, non, si, le Parti communiste a été au pouvoir en France, et oui, très peu de temps, mais de 1981 à 1983, dans la coalition de François Mitterrand avec le Parti socialiste. Le Parti socialiste avait la plupart des ministères, mais le Parti communiste avait quelques ministères aussi. C'était une alliance. Ça s'appelle l'Alliance de la gauche, qui, entre le Parti communiste et le Parti socialiste, qui a permis à François Mitterrand d'arriver au pouvoir en 1982. En 1983, quand Mitterrand a un peu changé la politique économique, pour protester, le Parti communiste a décidé que ses membres ne seraient plus ministres du gouvernement de l'époque. Donc, c'est le Front National qui n'a pas été au pouvoir en France. Quels sont les éléments de gouvernance liés à ce président? Alors, évidemment, il faut identifier dès lors ce président. C'est François Mitterrand, de T2R, avec un D à la fin, président de la France de 1981 à 1995. Alors, qu'a-t-il fait? Alors, vous regardez votre feuille chronologique. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre 81 et 95? Alors, le SMIC, non. 50. Nationalisation de Renault, non. Les années 44 à 46. Le RMI, oui, puisque c'est en 1988. Les lois de décentralisation, oui, puisque c'est en 1982. Je valide. Comment peut-on qualifier un État qui défend une autorité centralisée qui ne donne aucun pouvoir aux régions? D'accord? Alors, c'est un État, alors il faudrait jacobin. Vous verrez. Hein. Alors, ceux qui vont faire des études de Sciences Po, vous verrez la différence entre les Jacobins et les Girondins. Ça date de la Révolution française, d'accord? Ou justement après la chute du roi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau, alors le nouvel modèle politique, ça va être la Première République. Qu'est-ce qu'on fait avec cette République? Est-ce que tout va être centralisé à Paris comme pendant la monarchie absolue? Enfin, c'était à Versailles, mais c'était à côté, c'était centralisé à Versailles, et là, on centraliserait dans une seule ville, à Paris, tout le pouvoir, ou est-ce qu'on le partagerait avec les régions françaises? C'était les Girondins qui voulaient ça, les Girondins qui viennent de Bordeaux, hein, la région de Bordeaux, la Gironde, qui étaient certains députés qui disaient non, on veut plus de pouvoir aux régions. Bon, c'est le jacobinisme qui a triomphé jusque dans les lois de décentralisation de François Mitterrand en 1982. On est encore très jacobin, vous voyez. Il y a Paris et puis le reste de la France. Les régions ont certes beaucoup de pouvoir depuis presque 40 ans, depuis 1982, mais bon, c'est encore très centralisé. Alors, il ne fallait pas évidemment remettre centralisé, parce que j'avais dit, c'est l'État jacobin. Je valide. Quelle figure est représentative de la 4e République? Jacques Chirac, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, non. Nicolas Sarkozy, non. Ce sont tous des présidents de la 5e République. Donc, c'est le dernier. C'est Pierre Mendès France qui était un Premier ministre sous la 4e République. Pourquoi je n'ai pas mis de président de la 4e République? Parce que si vous avez bien révisé, les présidents de la 4e République n'ont aucun
pouvoir politique. Ce sont les premiers ministres qui vraiment gouvernent la France. Donc, notre sujet s'appelle Gouverner la France. Vincent Auriol ou René Coty, ils ne représentent que la France. C'est un peu comme à l'image de la reine d'Angleterre ou du roi d'Espagne, qui sont des figures qui représentent leur pays, bien sûr, à l'étranger, hein, vous connaissez tous, et qui n'ont aucun pouvoir politique et qui ne rentrent pas dans le débat politique pour influencer telle ou telle loi. C'est Pierre Mendès France, le vrai gouverneur de la France pendant une période de la 4e République. Je valide. Cochez les phrases qui caractérisent le mieux la 4e République. Alors, plusieurs réponses possibles. L'État donne de nombreux pouvoirs aux régions. Ben non, la 4e République, non. Il y a une forte, c'est encore une tradition très jacobine ou jacobiniste. Il y a une forte instabilité gouvernementale. Oui, tout à fait, puisque ce sont souvent des partis politiques entre eux qui ont. Il n'y a pas un parti politique qui s'impose et en plus, c'est un scrutin proportionnel, c'est-à-dire que vous avez 10% des voix, vous avez 10% des députés. Donc, évidemment, ça permet et ça favorise les coalitions, comme en Italie aujourd'hui, hein, où on est obligé, pour former un gouvernement, de s'allier avec d'autres partis politiques dont on n'est pas forcément très proche, où on a des différences, mais il faut bien gouverner. Donc, gouverner avec des gens où vous savez qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées, le divorce est proche et la rupture est souvent très proche. Vous voyez, en Italie aussi, les gouvernements changent presque tous les ans, tous les 2 ans. Là, c'est pareil à l'époque, sous la 4e République, ça ne permet pas une gouvernance très lointaine, à longue vue. On ne peut pas gouverner comme cela en sachant que peut-être en 2-3 mois ou en 6 mois, on sera plus au pouvoir. C'est un peu difficile pour la gouvernance française de l'époque. L'État doit gérer donc les premières décolonisations, ben oui, l'Indochine, le Maroc, Tunisie, l'Indochine en 54, hein, Maroc, Tunisie en 56, et début de la guerre d'Algérie en 1954 aussi. L'État privatise de nombreuses entreprises françaises. Eh ben non, pas du tout. Hein. C'est plutôt une période de nationalisation après la Seconde Guerre mondiale. Et le président a plus de pouvoir que dans la 5e République? Évidemment que non. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Je viens de vous le dire il y a un instant, pardon. Je valide. Alors, on va pas regarder le clip et la chanson de MC Solar, qui est un des premiers rappeurs français dans les années 90. Alors, quels éléments de gouvernance a-t-il évoqué au début du clip et de quand date-t-il? Évidemment, c'est le RMI. Hein. Viens dans mon quartier voir le paradis où les anges touchent le RMI. Alors, il y avait un petit piège. Le RMI n'est pas créé en 97. La chanson date de 97. Le RMI a été créé en 88. Voilà. Donc, je valide. Quels sont les acteurs principaux de gouvernance du président de Gaulle? Plusieurs réponses possibles. Alors, la 4e semaine des congés payés, oui, c'était en 1968, justement après les événements de 1968 et les grandes grèves, parce que les étudiants et les ouvriers s'étaient alliés et les ouvriers demandaient une meilleure condition sociale et il y a eu dans les négociations une 4e semaine de congés payés. La 3e semaine de congés payés était juste après la guerre. La privatisation de TF1, non, c'est en 1987, donc bien après. La sortie du commandement de l'OTAN, oui, c'est en 1966. De Gaulle est furieux que la France n'ait pas un rôle plus important dans l'OTAN. Hein. C'est un commandement vraiment surtout américain et un peu britannique, surtout américain. Et il veut un peu l'indépendance de l'Europe par rapport aux grands amis américains. La création des villes nouvelles autour de Paris, et oui, Évry, Cergy-Pontoise, hein, c'est aussi Charles de Gaulle. La bombe atomique, et oui, évidemment aussi, c'est Charles de Gaulle, bien sûr, pour l'avoir en 1960, pour être indépendant par rapport aux États-Unis ou même par rapport aux Soviétiques, l'Union soviétique. Quelle entreprise française a été nationalisée entre 1944 et 1946, puis privatisée en 1996? Alors là, il fallait prendre votre livre. Hein. Il y a une page où il y a toutes les nationalisations et les privatisations. Voilà, on va chercher ensemble si vous voulez. Alors, la décentralisation, l'État. Alors, je ne vais pas ouvrir mon livre à la bonne page, c'est pour ça, mais vous allez le trouver dans la nationalisation. Voilà, c'est la page 166. Hein, okay. L'État, un acteur économique majeur. Et oui, l'État en France, ce n'est pas dans tous les pays, hein, mais l'État en France a vraiment un pouvoir important en faisant des lois pour favoriser l'entreprise, mais aussi, il gère aussi les entreprises pour lui-même, ces entreprises nationales.
nationalisé. Donc, alors, quelle entreprise en a qu'une, hein? Elle a été nationalisée en 1944, puis privatisée en 1996. Vous connaissez bien parce qu'au Congo, elle est souvent présente. C'est Air France. Voilà. Quel est le nom de ce président? Ben voilà, alors, et les dates complètes de son mandat. Alors, il s'appelle Nicolas Sarkozy, mais on va mettre Sarkozy. Alors, écrivez bien aussi. C'est pour ça que voilà, si vous avez mis un i, je suis désolé, mais le point ne sera pas valide. Sarkozy. Et puis, la date des mandats, c'est 2007. Il n'en a fait qu'un, 2 ans. 2007, et c'est un quinquennat. 2012. Voilà. Je valide. Alors, page 60, 168, 169. Je ne tourne pas les fous. Quels sont les éléments de gouvernance présents dans les lois de décentralisation de 1982? Alors, plusieurs réponses possibles. La création de régions comme collectivités locales. Oui, évidemment. La région a des compétences militaires. Ah non, si vous avez regardé les compétences de la région, il n'y a pas de compétences militaires. C'est le chef de l'État qui est le chef des armées. Et puis, l'armée, elle est à l'État. La région n'a aucun pouvoir sur l'armée. Les professeurs sont recrutés par la région. Non, c'est un concours national, pour symboliser l'égalité entre les régions. Un conseil régional est élu par les citoyens, et oui, au suffrage universel. Ça s'appelle les élections régionales. La création de revenus de minimum d'insertion, non, pas du tout. Le RMI, le revenu minimum d'insertion, a été créé par l'État, pas par la région. Je valide. Même si c'est les régions qui donnent l'argent maintenant. Mais ce n'est pas créé par les régions. Un petit piège. Quelles sont les grandes décisions prises sous la 4e République? Création de l'ENA, et oui, bien sûr. Former les nouveaux cadres de l'après la guerre, hein, qui sont pas issus de la collaboration, qui ne veulent pas retourner dans les travers de la 3e République, donc des tout nouveaux jeunes qui vont assurer les bases de la 4e puis de la 5e République. L'élection du président au suffrage universel, évidemment non. Le droit de vote à 18 ans, non, pas du tout, c'est en 1974. Le SMIC, oui, c'est en 1950. Et le SMIC, non, c'est en 1970, donc bien plus tard que la 4e République, vous savez tous. Quel est le nom de ce président? C'est Georges Pompidou. Alors, on va écrire en majuscule quand même. Et donc, les dates, ce sont 1969, 1974. Vous allez dire, il a fait que 5 ans, alors qu'on est. Alors qu'on est sous le septennat et qu'il n'y a pas encore le quinquennat. Oui, parce qu'il est mort pendant son mandat d'un cancer. Hein. Donc c'est pour ça que le mandat a été évidemment écourté. Il n'a fait que 5 ans. Quels sont les articles qui ne sont pas présents dans la Constitution de la 5e République? Alors, le président est chef des armées, oui, il l'est. Le président est élu pour 4 ans, mais évidemment, on n'est pas aux États-Unis, donc c'est faux. Il est élu au départ dans la Constitution pour 7 ans. Et puis après, la Constitution a été un peu changée et le mandat est passé à 5 ans. Les votes se font au scrutin majoritaire. Oui. Le président est élu au suffrage universel. Et oui, c'est ce qui change de la 4e République. Les votes se font au scrutin proportionnel. Non, pas du tout. Donc, je valide. La question des articles qui ne sont pas présents. Voilà. Donc, les votes se font au scrutin proportionnel et le président est élu au suffrage universel. Ça, c'est bon. D'accord? Ces 2 bonnes réponses sont en bleu. Comment nomme-t-on un État qui délègue beaucoup de pouvoir aux régions? Eh bien, un État décentralisé. J'ai trouvé pour moi, c'est facile parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, et alors, donc voilà, c'est terminé. Merci de votre attention et à très bientôt. Et encore une fois, félicitations. Maintenant, on est là pour apprendre, et rien que pour apprendre et pour s'amuser en apprenant et pour préparer les études supérieures le mieux possible. Merci beaucoup.